Donc je commence en plein Grand Prix à Monaco, je n'y connais rien. C'est ce qu'on appelle du filmage. C'est-à-dire que tu es dans un établissement où il se passe un truc, tu photographies les clients, tu leur montres la photo et tu leur imprimes et tu leur vends sur place. Et je me retrouve là avec mon appareil photo à devoir vendre des photos à des gens très riches en plein Grand Prix, donc la fête absolue. Je suis propulsée comme ça et on m'explique rien. Et premier client que je sers, ou deuxième, je lui vends sa photo 20 €. Le mec sort un billet de 500 € pour payer. Je le regarde et je lui dis désolé mais j'ai pas 480 € de monnaie, je reviens la chercher. Et d'un geste de sa main qu'on ne peut pas voir là à l'oral, mais il m'écarte en disant mais dégage quoi, garde tes petites pièces quoi. Tu vois. Donc première photo que je vends, 500 €. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est parti. D'accord. Ton enthousiasme. Désolé Mégane, j'ai fini par lire ton mail quoi. Ah oui, je sais même pas quand je l'ai envoyé, sérieusement. En mai. Ah oui. Ok. Et tu me disais, tu l'as envoyé une nuit comme ça, alors que t'avais de la fièvre. Non, je rajoute. Presque ça, ouais. Ça. Sur un peu une impulsion. Et puis ensuite, le lendemain, j'ai fait comme si j'avais jamais envoyé ce mail. Et je me suis dit, j'espère qu'il ne le lira jamais. Et voilà. Et puis voilà. T'aurais pu ne pas me répondre aussi. Non, parce que par contre, je vais au bout de... Si je dis un truc, je le fais, tu vois. Ça, oui. T'aurais pu, enfin, là, je le dis pour les gens, c'est qu'ils peuvent changer d'avis à tout moment, quoi. Tu vois, c'est pas un problème. Oui. T'aurais pu changer d'avis et tu peux encore changer d'avis même après avoir enregistré cet épisode. Non, tu vas aller au bout de mon truc. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce mail et pourquoi tu l'as écrit sous une impulsion comme ça? J'ai beaucoup écouté le podcast et puis tout simplement, je me suis dit, j'aurais des trucs à dire sur ce sujet, comme tout le monde bien sûr. Mais ça m'a ramené à tout ce que moi j'avais à dire sur ce sujet. Et je me rends compte que dans mon activité pro, un des trucs qui me drive beaucoup, c'est de pouvoir permettre aux gens de comprendre qu'ils peuvent reprendre un peu le contrôle sur leur vie et puis être un petit peu maître de leur destin et ce genre de choses. Et c'est ça que j'ai envie d'impulser. Et pour autant, je leur partage très peu de mon parcours. Et ça aiderait peut-être un petit peu aussi si je pouvais pas donner l'exemple parce que je prétends pas être un exemple, mais montrer un exemple de parcours. Et donc c'est un peu la démarche aujourd'hui sur un plan altruiste, c'est de dire voilà, je fais tomber la barrière et je vous parle un petit peu plus de moi et peut-être que ça pourra vous inspirer dans votre propre vie. Et sur un plan égoïste, c'est aussi la question de dire je dépasse mes croyances, je dépasse mes peurs en abordant certains sujets que d'habitude je garde pour moi. Et ça m'aidera à avancer dessus. C'est une très bonne démarche. Je crois que les meilleurs thérapeutes que j'ai eus, moi, dans ma vie, c'est ceux qui, sans pour autant dire « Regardez comment j'ai fait, je suis un cador, j'ai réussi », venaient au contraire prendre leur exemple et comment ils ont galéré et comment et en fait, de raconter un peu leur chemin aussi, quoi. Je crois que c'est une bonne façon de faire. Mais tu disais parce qu'aujourd'hui, t'es coach, c'est ça? Tu veux aider des photographes?
Ouais, c'est c'est ça. une de mes activités, Une de parce tes que j'en ai activités. plusieurs, mais une de mes activités, c'est de faire du mentorat business pour les photographes. Donc de les aider à vivre de leur activité, au-delà du fait d'avoir une passion et de se rendre compte qu'on peut gagner de l'argent grâce à sa passion. Mais après, comment en vivre durablement, justement. Comment payer ses factures. Voilà. J'essaie de plus dire, tu vois, déjà Oui, comment je vivre. sais. Alors, Ça, c'est dur, hein. oui, je sais, j'ai entendu ça d'ailleurs dans ton podcast. Et j'essaye de plus le dire. Enfin, moi, Ça veut dire que si tu gagnes pas d'argent, tu Oui, meurs. absolument. C'est quand même ouf. Je me suis dit que j'allais éradiquer ça de mon langage, mais je me rends compte que mes clients le disent. Donc, par exemple, je l'ai mis en gros en haut de mon site, tu vois, parce que je me dis c'est cette phrase qui va leur parler. Je Ouais. peux pas commencer tout de suite à leur dire tu dois pas dire ça parce que sinon ça veut dire que. Bien sûr. Donc voilà. Non, c'est au moins, enfin, moi, déjà, à titre perso, je me rends compte que c'est encore, ça vient encore, hein. C'est très long et c'est très dur et je me rends compte, quand je le dis, j'essaie de le corriger. C'est très compliqué. Ouais. T'as eu, alors tu m'as envoyé un mail où tu me disais que t'avais eu plein de vies différentes et que t'en es sans doute à ta 6e sur 9 si t'étais un chat. J'ai marqué ça vraiment. Ouais, t'as écrit ça. Ça me ressemble de dire Ouais, ça. Et Ouais. effectivement, t'as vécu plein de phases. Dans ton mail, tu décris 4 phases différentes Ouais. dans ton rapport à l'argent. On peut s'en servir si tu veux pour Oui. comme une sorte de fil conducteur. Mais avant ça, effectivement, j'aimerais bien te poser la question que je pose à tous mes invités. En tout cas, les 2 premières questions. Peut-être que ça sera l'occasion de basculer sur la première phase. Mais le premier truc, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors j'ai un peu 2 réponses à ça. Ce que ça m'évoque mentalement n'est pas la même chose que ce que ça m'évoque émotionnellement. Et j'essaye justement de concilier les deux, mais c'est pas toujours facile. C'est bien d'avoir conscience des choses, mais de l'arriver à les changer en profondeur dans notre inconscient, c'est pas aussi simple que ça. Consciemment, pour moi, l'argent c'est un moyen, c'est pas une fin. Justement, c'est quelque chose qui devrait être dénué de tout affect, pour le coup. Mais émotionnellement, si je pense argent, ma première émotion c'est de la peur. C'est plus tant la peur de manquer. C'est plutôt la pression du travail parce que je sais que c'est encore ancré en moi que argent égale travail, travail égale reconnaissance et reconnaissance égale amour. Ok. Voilà. Allez, bonne journée. Salut. Ok. Donc tu distingues bien et même d'en être consciente, t'en as pris conscience il y a combien de temps? Progressivement, je pense, il y a plusieurs, ça s'est affiné avec le temps et ça s'affine, j'imagine, à chaque fois que j'en parle ou que j'y pense. Mais bon, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, beaucoup de thérapie, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de développement personnel, donc j'ai pas de problème à reconnaître là où ça fonctionne pas comme j'aimerais que ça fonctionne. Maintenant, arriver à concilier les deux, arriver à justement mettre en rapport ce que je ressens et ce que je pense, ça serait cool. Ok. L'un de tes premiers, ton premier souvenir en rapport avec l'argent, c'est quoi? Alors j'ai réfléchi à cette question. C'est que ma mère, et j'ai posé d'ailleurs la question à ma sœur hier, elle a exactement le même premier souvenir à l'argent. Je trouvais que ça a été intéressant. Ta grande sœur? Petite sœur. Ta petite sœur. Elle a le même souvenir à l'argent, mais il y a un moment où ça diffère. Ma mère nous donnait de l'argent quand on était petite pour faire certaines tâches ménagères. Pas du genre ranger notre chambre ou des trucs qui faisaient partie des choses qu'elle pouvait attendre de nous naturellement, mais faire des trucs un peu plus poussés comme nettoyer à fond la terrasse. Elle voulait justement, et c'est de là que ça vient, nous inculquer que l'argent ça se gagne par le travail et que voilà, nous donner le goût du travail, le goût de l'effort et la récompense qui va avec. Donc je parle de ça avec ma sœur et je lui explique que ça c'est mon premier souvenir à l'argent. Mais que moi, du coup, j'étais plutôt à l'époque en mode écureuil, justement, à vouloir économiser, mais je me rappelle pas ce que j'avais fait de cet argent qu'elle nous donnait. Et là où ça diffère, c'est qu'elle me dit, je m'en souviens, je le mettais de côté pour vous faire des cadeaux. Donc c'est marrant, on a le même souvenir, mais on n'a pas du tout le même. Ça diverge. Ta sœur le mettait de côté pour vous faire des cadeaux? Oui, pour nous acheter des cadeaux de Noël ou d'anniversaire ou des trucs comme ça, alors qu'elle était toute petite. Elle raisonnait en termes de cet argent que je reçois en travaillant, je vais mettre de côté pour vous faire des cadeaux. C'est quand même intéressant, je trouve. Oui. Même si on n'est pas là pour faire l'histoire d'argent de ma sœur, mais voilà. Alors que moi, j'étais plutôt dans l'idée, je vais mettre de côté parce que ça va me servir. Ça va me servir pour quelque chose d'important. Ok. Voilà. Mais tu te souviens plus trop comment tu l'utilisais? Non, mais je pense que c'est mon premier souvenir à l'argent. Vraiment. Donc t'avais quand même un truc où tu le ramenais pour toi et tu le ramenais à toi et c'était pas forcément tourné vers les autres comme ta frangine qui voulait faire plaisir à tout le monde, quoi. C'était plus, déjà, je pense un peu l'esprit d'entreprendre quelque chose, quoi. Ok. Ou de me sécuriser. Ok. Tu racontes aussi dans ton mail que t'as commencé à gagner de l'argent à partir de 12 ans. Oui. Où t'étais 5e. Oui. En 5e, donc. Et tu filais des cours d'anglais? Oui.
un élève de 6e. Et ses parents me payaient pour ça. Et c'était pas quelqu'un que je connaissais, c'est que j'avais mis une petite annonce au supermarché que ma mère m'avait aidé à rédiger. Et je me rappelle, ça a commencé comme jeune fille, parce qu'on n'était pas étudiante, j'avais 12 ans. Jeune fille donne cours particuliers. Non, jeune fille franco-américaine, parce que ma mère est américaine, pour un petit peu justifier le truc. Oui. Donne cours particuliers, tout niveau. Super petite annonce. Et je me rappelle, à l'époque, on avait placé le prix à 80 francs de l'heure, puisque c'était encore en francs, ce qui correspond à 12 euros. Et du coup, quelqu'un avait répondu à la petite annonce. C'est ta mère qui t'avait aussi incité, qui t'avait... Non, tu te souviens plus ? Je pense que c'est venu effectivement de la manière dont elle m'éduquait, en fait, de vouloir tellement m'encourager à travailler et à gagner de l'argent. Elle me l'a pas du tout imposé, hein. Ma mère m'a pas envoyé donner des cours particuliers, mais ça venait de sa manière de m'éduquer, en fait. Donc je pense qu'elle était fière que je le fasse, par contre. Et du coup, effectivement, quand j'avais 12 ans, je gagnais déjà de l'argent, finalement, à un taux horaire qui est pas dégueu, quoi. Enfin, 12 euros de l'heure, je veux dire, c'est... 12 euros de l'heure, c'est bien. Oui. Quand t'es en 5e. Oui, même pour les adultes, tu vois, c'est je sais pas... En fonction du SMIC et tout, tu vois, c'est pas dégueu, quoi. Et c'est ta mère qui t'avait aidé à fixer ton prix ? Je pense. Je pense. Et du coup, j'ai mis cette petite annonce et j'ai eu mes premiers clients, quoi. Et puis, je me démontais pas. Ça, j'ai un peu honte quand j'y repense, mais bon, j'avais 12 ans, quoi. Je sais qu'à un moment, un médecin a répondu à cette annonce et j'y suis allée, je me suis pas démontée, hein, à 12 ans, pour lui donner un cours d'anglais, quoi. Le gars a pas renouvelé. Mais voilà, mais pour les plus petits, ça passait, quoi. Pour le collège, ça passait. Donc, du coup, je travaillais pas mal et j'ai fait ça pendant toute ma scolarité, en fait. J'ai payé, par contre, après, plus tard, mon permis, des trucs comme ça, en travaillant à côté. Ok. Donc, par contre, quand j'étais au lycée, je me rappelle que c'était beaucoup de travail parce que pour payer 1 heure de conduite, il fallait faire 3 heures de cours particuliers. Et c'était un rythme, avec le rythme scolaire qui était assez soutenu. Et ce qui est drôle, c'est que je me rappelle qu'à cette époque, je me disais, bon, quand j'aurais fini cette année de terminale, j'aurais fini le bac, le permis et je ne sais quoi, oui, les TPE qu'ils nous faisaient faire, ma vie sera vachement tranquille, je me serais débarrassée de cette grosse charge de travail. C'est très drôle que je me dise ça, parce que je continue de dire ça. Je suis en train de dire, encore oui, aujourd'hui ? voilà, quand j'aurai fini ça, non mais le mois prochain, ça ira mieux, parce que je me serais débarrassée de cette grosse charge de travail. Et en fait, ce mode que j'ai créé de fonctionnement à un moment où il y en avait besoin, parce qu'entre-temps, entre le moment où je commence à donner mes premiers cours particuliers et ceux plus sur la fin de ma scolarité, il se passe plein de choses dans ma vie qui sont pas du tout sécurisantes. Okay. Et là, c'était vraiment l'instinct de survie, en fait. Il faut absolument que j'ai des sous de côté pour pouvoir avoir de l'indépendance, parce que sinon je vais être en danger. Et ça s'est avéré vrai, en plus, parce que pour le coup, spoiler alerte, juste après justement mon bac et tout ça, à 18 ans, ma mère m'a mis à la rue. Donc heureusement pour moi que effectivement j'avais mon permis, que j'avais déjà un petit boulot étudiant, ces choses-là, sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ok, parce que dans ton mail tu parles d'insécurité financière, mais c'était beaucoup plus que ça, en fait. C'était une insécurité globale. Oui. Ok. Oui. Il y a eu ça. Il y a eu d'autres choses aussi entre-temps. J'ai un beau-père. Donc ma sœur, c'est ma demi-sœur, biologiquement. Ouais. Et il nous a pas élevés du tout de la même manière, bien qu'il m'ait connue quand j'avais 6 mois. Donc il m'a élevée depuis que j'étais tout bébé. On a pu en parler récemment, donc c'est cool. Mais quand il a eu sa fille biologique, bon aussi pour des raisons un peu plus compliquées que ça entre lui et ma mère, mais pour schématiser, c'était sa fille et moi j'étais plus sa fille. Donc du coup, il nous élevait pas de la même manière et ça passait aussi par son rapport à l'argent et à la manière dont il dépensait. Donc par exemple, il achetait de la nourriture pour sa fille dans le frigo que moi j'avais pas le droit de toucher de mon côté. Waouh. Par exemple. Donc c'était aussi l'attrait lié à l'injustice. Et justement, le moyen de réparer cette injustice, ça serait de travailler et de pouvoir moi-même m'acheter la nourriture dont j'ai besoin. Okay. Il y avait des choses comme ça, couper l'eau chaude quand j'étais sous la douche, des trucs pires aussi, encore, parce que... Mais te couper l'eau chaude, c'était pour économiser. Ouais. Et des trucs pires aussi, je me souviens que, comme ils étaient mariés, son travail, il était employé de banque, il a fait le même travail toute sa vie au même poste. Sous l'angoisse permanente d'un plan de licenciement qui a fini par arriver, je crois, à 2 ans de la retraite. Mais on a entendu toute notre vie. Il va y avoir un plan de licenciement, je vais devoir partir de la banque, alors qu'il avait fait ce même job vraiment toute sa vie, donc il n'aurait pas su quoi faire d'autre. Donc lui était dans cette angoisse-là, et ma mère travaillait pas, et il devait quand même subvenir aux besoins de tout le monde, on était 4. Donc il y avait une angoisse qui était réelle. Et pourquoi je parlais de ça ? Oui, la banque, par contre,
ils étaient mariés, considérait qu'il avait 2 enfants et lui donnait par exemple des bons d'achat à la rentrée scolaire ou à Noël pour les dépenses de la famille. Et lui, il les gardait toujours pour lui. Donc je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'est qu'une année, il avait acheté un sac de randonnée avec son bon d'achat de rentrée scolaire pour moi. Et moi, j'avais des chaussures trouées parce que ma mère travaillait pas et elle devait toucher 3 allocs ou je ne sais quoi. Et elle pouvait pas spécialement m'acheter des super trucs. Et je me rappelle, j'avais des petits cailloux dans ma chaussure. Et lui, il était avec son sac de randonnée. Donc, j'avais beaucoup de colère à cette époque-là. T'avais quel âge? Là, j'étais au collège, j'avais 14 ans, un truc comme ça. Adolescence. Ouais, c'était pas simple. Ok. Et oui, donc, d'où l'idée de gagner ton argent. Mais bon, tu t'achetais des pompes, tu t'achetais toi-même tes pompes? Des chaussures? Avec ton argent Potentiellement. Oh là là. Après, ma mère, des fois, faisait des folies de dépenses parce qu'elle elle a un rapport à la consommation qui est particulier. Bon, et à plein d'autres choses aussi. Mais elle faisait des folies d'acheter plein de choses sur des crédits à la conso. Elle s'est retrouvée en surendettement. Donc, de l'autre côté, il y avait cet extrême-là. Et puis, elle le justifiait aussi beaucoup par je compense, parce que lui, il fait une injustice et moi, je veux la rétablir. Il y avait beaucoup de ça. Et le truc le plus pernicieux, je trouve, dans cette situation, c'était le rapport au médecin. Parce que, encore une fois, comme ils étaient mariés, si j'allais chez le médecin, il fallait faire l'avance ou je ne sais quoi, et c'était remboursé sur sa carte vitale à lui, et il remboursait pas ma mère. Donc du coup, j'allais pas chez le médecin, parce que ma mère avait pas les moyens de faire l'avance et de pas être remboursée par lui, quoi. Donc ça, c'était encore plus tordu, parce que du coup, j'ai pris l'habitude de pas vraiment aller chez le médecin, sauf si... Et donc de pas prendre soin de toi. Exactement. Ok, voilà. Eh bien, un bon terreau pour démarrer dans la vie, effectivement, pour finir en thérapie. finir. Oui. D'accord. Et tout ça, en fait, en gros, cette maltraitance-là se cristallise par l'argent ou par le manque d'argent, c'est ça? Oui. Ok. Oui, et ma mère, à l'inverse, pense que acheter des choses compense. Donc, elle met aussi une valeur... encore d'amour et d'affection là-dedans. Donc, c'est pas spécialement les bons repères. Et là-dedans, en plus, personne me donne d'éducation financière du tout, en fait. Comment, justement, il y en a ni l'un ni l'autre ne gère bien son argent, quoi. Oui. En fait. Oui. Et toujours ton beau-père avec la peur de perdre son emploi. Oui, en qui plus. Est une sorte d'épée de Damoclès complètement ouf. Qui finira par arriver, certes, mais effectivement, à toute fin de sa carrière. Et donc, toi, par rapport à ça, tu décides de choisir la sécurité totale. Je comprends mieux. Tu finis par devenir prof. Oui, c'est ça. Pour le coup, donc fonctionnaire, emploi à vie, tout ça. Mais c'était pas gagné pour y arriver, dans la mesure où justement, comme ma mère m'a mis à la rue parce qu'elle a changé de compagnon et que c'était plus très compatible, à 18 ans. Ça aussi, oui. Waouh. Et encore, on va dans les grandes lignes. Ouais, j'imagine. Mais du coup, oui. Donc ta mère te protégeait pas non plus, quoi. Alors, le problème de ma mère, notre problème à toutes les deux, c'est que pendant très longtemps, justement, elle m'a surcouvée. C'était moi contre elle et moi contre le monde entier et tout. Et puis un jour, elle s'est rendue compte que j'allais devenir une personne, un adulte, et partir, et qu'elle allait se retrouver toute seule. Donc elle a voulu remplacer ce côté affectif-là par un homme. Et aussi parce que justement, ma mère a pas travaillé pendant des années. Ensuite, elle a été un peu assistante maternelle, mais pendant pas très longtemps. Et du coup, il lui fallait un homme aussi pour la sécurité financière. Et en ça, mon beau-père était pas non plus le meilleur candidat en plus. Bah oui. Donc voilà. Et quand elle a enfin trouvé un homme qui pourrait le représenter, cette sécurité financière et tout ça, lui et son fils qui était adulte voulaient pas trop que j'habite chez eux. Donc ma mère m'a dit, il faudra que tu trouves quelque part où aller. Et je suis allée dans ma voiture. Donc c'était cool d'avoir une voiture, tu vois. J'avais bien fait de donner tous ces cours particuliers pour habiter le temps. Okay. Et ça confirme en plus mon angoisse, tu vois, il fallait mettre de côté, il fallait travailler parce que effectivement, j'ai bien fait. Voilà, le problème allait arriver. Si j'avais pas eu de voiture, comment j'aurais fait? Moi, je suis pas restée longtemps. J'ai dû rester peut-être une semaine, mais quand même, j'ai connu cette peur-là de je sais pas où aller. Je me sens en danger de mort, vulnérable. Tu dors pas super bien dans ta voiture. Donc je dis pas, j'ai connu la rue pendant des mois, des années, et tout. Juste, j'ai quand même dormi une semaine dans ma voiture à 18 ans. Cette transition-là étonnante de ma daronne me lâche. Oui. Ça doit être un truc. C'est surtout ça. Surtout si tu n'es pas préparé. C'est-à-dire que si toute ta vie, elle t'avait dit à 18 ans, tu prendras ton autonomie et tout, et ça sera cool, et en fait, je t'aiderai, etc. Là, c'était pas le plan, quoi. Non, mais il y a eu plusieurs épisodes quand même avant ça. Il y avait eu un moment où elle avait un autre compagnon. Elle a eu plusieurs amants dans sa vie. Et il y en a un, entre-temps, qui était violent.
Et ça a été pour moi la première, je devais avoir 10 ans. Et elle a eu des phases comme ça où elle m'a abandonnée parce qu'il y avait un homme dans sa vie, en fait. Donc oui, j'étais un peu préparée. C'est pour ça aussi que je me préparais, parce que je me doutais bien qu'un jour, s'il y en avait un avec qui ça marchait mieux, j'allais dégager, quoi. On n'entend pas du tout parler de ton père depuis le départ. Il est pas là. Alors. Parce que ta daronne, elle, tu vois, j'entends bien que tu lui en mets plein la gueule et. Non, je lui en mets pas plein la gueule non plus. Alors bon. Non, pardon, c'est mal, j'interprète, mais. Replaçons plusieurs choses. Ma mère, je vais le dire puisque c'est quand même important, elle a une pathologie, elle est borderline, elle a tendance paranoïaque, donc ça joue, c'est pas non plus quelqu'un qui est sain. Tu peux expliquer un peu ce que c'est, borderline ? Elle a une peur de l'abandon permanente, elle se raconte un récit d'enfance qui est vrai, mais à l'âge adulte en permanence, et avec son côté, donc c'est vraiment au point de diriger toute sa vie, et avec son côté un petit peu paranoïaque en plus, ça prend encore plus d'ampleur, c'est que tout le monde est en train de la rejeter, tout le monde est en train de décider ça. Et du coup, elle fait des actions qui sont vraiment dénuées de toute empathie et qui peuvent être très graves parce qu'elle justifie ça comme la réparation de son angoisse initiale, en fait. Donc, par exemple, quand elle me met dehors, elle voit pas qu'elle me met dehors, elle voit que elle va enfin avoir l'homme qui va s'occuper d'elle, en fait. Oui. Donc, c'est quand même important de le dire, je pense. Donc voilà, je sais que c'est pathologique. Mais je sais aussi que j'y peux rien, du coup. Comme c'est pathologique, tu vois, on peut pas en discuter et ça va aller mieux, quoi. Oui. Et ton père biologique, pour le coup... Alors, mon père biologique. Il est pas là. Alors, il a été là pendant une toute petite période. C'est un petit peu compliqué parce que le contexte déjà de ma naissance est compliqué, on va dire. On va peut-être pas rentrer sur ce sujet-là. Mais enfin, si, on peut en aller. J'avais pas pensé. J'avais pas pensé si on allait en parler ou pas. Tu sais, si ça n'a pas rapport avec l'argent, on n'est pas obligé d'y aller. Hein. C'est un rapport. C'était juste pour. Tu vois, c'est pas pour m'accabler que ta mère. Non. Oui, mais c'est encore pire de l'autre côté. Oui. C'est encore pire parce que, en gros, quand je dis le contexte de ma naissance est un petit peu particulier, c'est que mon géniteur était psychologue, psychiatre, et il a violé ma mère et c'est comme ça que je suis née. J'essaye de trouver les mots parce qu'on m'a dit que je devais plus dire certains mots, donc j'essaye de trouver les bons mots. Et pour la faire courte, et du coup, il n'était pas censé avoir spécialement une place dans ma vie du coup. Mais justement, rentre une histoire d'argent et c'est pour ça que je décide d'en parler. C'est que ma mère, dans son idée aussi toujours de il faut réparer une injustice, à un moment s'est dit quand même, je garde cet enfant, mais ce serait pas normal que lui, il ait pas à s'en charger. Et donc, à un moment, elle l'a poussé à me reconnaître quand même, pour pouvoir lui demander une pension alimentaire. Ça, je l'ai su que beaucoup plus tard en lisant des procès-verbaux, des trucs et tout. L'âge adulte ? Ouais. Ok. Il y a peut-être 3-4 ans, quoi. Ah oui, ok. Parce que j'ai tous les dossiers de mon enfance, c'est des piles et des piles de papier, et un jour, j'ai décidé de les lire. T'as quel âge aujourd'hui ? Je vais avoir 36 ans. Ok. Donc, j'ai compris ça après, qu'elle lui a demandé la pension. Tu vois, donc c'est pour ça l'argent est rentré là-dedans aussi. Ouais. Et si elle n'avait pas voulu lui demander cette pension, je l'aurais pas connue, et donc... il aurait pas abusé de moi sexuellement plus tard. Tu vois. Bam. Tu voulais savoir pour mon père ? Eh bien, j'ai bien fait de poser la question. Moi, je réponds. Je réponds. Et il y a deux choses liées à l'argent par rapport à lui. Donc, je l'ai connu que 4-5 ans dans ma vie. La deuxième chose, c'est qu'un jour, j'ai fini par en parler à ma mère. Et que là, par contre, elle m'a vraiment protégée. Je sais que c'est pas le cas de toutes les victimes d'abus, pour le coup. Et il y a eu un procès. Et il a été condamné à me payer des dommages et intérêts à hauteur de 12 000 € qu'il a jamais fini de payer. Et je pense que du coup, ça, je me suis rendu compte bien plus tard que ça a fixé un palier dans ma tête de ce que je vaux. Tu vois, la justice a dit que je vaux 12 000 balles. Donc du coup, j'ai du mal à avoir, par exemple, plus de 12 000 € de côté. Il y a un moment où je me rends compte, tu sais, justement dans les catégories fixées par Christian Junot avec l'écureuil, le repousseur, il y avait les montagnes russes aussi. Oui. T'amasses et tu repousses, tamasses et tu repousses. Ouais. Moi, je fais ça toute ma vie. Christian Junot, si vous l'avez pas écouté, c'est le tout premier épisode. Je vous invite à aller écouter le premier épisode d'Histoire d'argent. Tu sais, les gens, ils prennent parfois au milieu, quoi. Donc, je le dis à chaque fois. Tout à fait. Ok. Donc, il y a de ce côté-là, le rapport à l'argent, il n'est pas meilleur non plus, quoi. Tu vois. Ça a créé d'autres traumas. En fait. Dit-elle en se marrant. Oui, parce que c'est presque drôle au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Il vaut mieux en rire. Enfin, pas que en rire, bien sûr, mais bref, oui. Peut être un peu sarcastique. Mais ouais, donc des traumas aussi de ce côté-là. Donc c'est quelqu'un que j'ai pas connu longtemps, qui était vraiment... C'est pour ça que je dis je blâme pas de temps. Enfin, ma mère a ses problèmes, il avait ses problèmes, tout le monde a ses problèmes, mon beau-père avait ses problèmes. Tout le monde a fait un peu de la merde, et puis je me suis débrouillée toute seule, quoi. Oui, c'est toi qui récupères tout le caca
sur le dos. Puis qui fait en sorte de nettoyer tout ça au fil de l'eau, j'ai l'impression. Mais avec d'où ce sentiment d'urgence aussi, toute ma vie, toute mon enfance, et avec ce que ma mère avait attaché comme croyance, que j'allais m'en sortir par le travail. Et donc une grosse addiction au travail derrière, et ce phénomène toujours de effectivement construire un truc, revenir en arrière, parce que je ne sais vivre que dans ça en fait. Je reste programmée sur ça, donc j'y travaille, et ça va mieux. Déjà, t'en parles, donc déjà. Oui, c'est déjà bien. Oui. Mais franchement, ça va mieux. Ça va mieux, mais malgré moi, je vois que je me débrouille toujours. Quand je réussis un gros truc, derrière, il va se passer quelque chose. D'une manière ou d'une autre. Quoi. Ok. Donc oui, tu disais que j'ai fait des études de prof. Donc, oui, je parlais de la sécurité et je disais, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un... Alors je dis pas que tous les profs sont sécurisés, hein, parce que tu vas le raconter, j'imagine que tu allais bosser en REP+, donc à mon avis c'est pas forcément un environnement très sécurisé et sécurisant. Mais en tout cas, il y a un côté, t'as ton salaire à la fin du mois, quoi, qui tombe. Oui, et pour toujours, quoi que tu fasses. Que tu fasses ton travail, que tu fasses pas, que tu viennes ou que tu viennes pas. Je pense que potentiellement, à moins que tu tues un élève ou un truc comme ça, et encore, tu seras jamais viré, quoi. C'est incroyable d'ailleurs, à quel point tu peux... Enfin voilà, la sécurité est absolue au niveau de l'emploi, quoi. Oui. Après, pour vivre avec une prof au quotidien, je me rends compte à quel point l'éducation nationale est vraiment un employeur toxique au possible, quoi. Mais ça, c'est... Tout à fait, je partage tout à fait ça. C'est un autre débat, quoi. Je me dis, waouh, vraiment, c'est en échange de cette sécurité, bien sûr, le prix à payer sur d'autres aspects est vraiment très très lourd, quoi. C'est pour ça que je suis partie. Oui. Et donc, tu décides de devenir prof ? Oui. Et je fais les études donc en travaillant à côté. Donc ça, c'était pas facile. Puis faire les études, c'est une chose. J'ai fait une licence d'anglais, ça va. Par contre... T'étais fluente. Oui, puis la fac de lettres de Nice, si elle m'écoute, ce qui n'est pas le cas, n'est pas non plus celle qui a un niveau d'exigence le plus élevé de France. Par contre, ensuite, il a fallu passer un concours. Et là, c'est différent parce que quand toi, tu bosses à temps plein à côté... et que pendant ce temps-là, les autres, ils ont tout leur temps pour travailler le concours et que c'est une compétition par définition. Il suffit pas juste d'être bon, il suffit d'être meilleur. Il faut être meilleur que les autres. Ça, c'était un stress particulier, par contre. Les études, ça allait, le concours, plus compliqué. Tu voulais devenir prof d'anglais, donc ? Ouais. Ok. Du coup, c'était dans la suite logique, finalement. Je donnais des cours particuliers depuis toujours. Quelque part. C'était logique. Je savais pas trop. C'est pas non plus... Enfin, si, j'ai toujours eu la vocation de transmettre et j'y suis revenue, justement, là, avec le mentorat. Mais voilà, il y avait la sécurité et la vocation, pour de vrai. Il y avait quand même la vocation là-dedans. Du coup, voilà, les études, c'était pas facile. J'ai fait plusieurs petits jobs, notamment pendant 2 ans ou 3 ans, je crois. Je travaillais chez une famille qui, en gros, j'étais un peu leur gouvernante, même si c'était pas le terme utilisé, mais j'allais chercher leurs gamins au collège. Je faisais tout le ménage chez eux. Quand le gamin, je le ramenais du collège, je l'aidais à faire ses devoirs. Je faisais toutes leurs courses aussi. Je commençais à préparer le dîner. Elle avait plus qu'à cuire les trucs après. Ménage, repassage, gamin. Et quand il rentrait à la maison, tout était OK, quoi. Donc j'ai fait ça pendant toutes mes années de licence, je crois. Donc ça me permettait pas non plus d'aller au cours parce que c'était sur les mêmes horaires. Et puis un jour j'en ai eu marre parce que ils étaient très cool avec moi, ils ont toujours été vraiment, on a eu de bons rapports, mais évidemment je m'épanouissais pas non plus fondamentalement dans enfin pas forcément évidemment, peut-être que des gens pourraient s'épanouir là-dedans, je vais pas faire de résumé, mais en tout cas c'était pas mon cas. On a eu Jeanne par exemple. Oui, je crois que j'ai écouté plus. Ça. Mais en tout cas moi ça m'épanouissait pas. Et je suis partie de ce job-là pour redonner des cours particuliers. Puis j'ai bossé dans un lycée en tant qu'assistante pédagogique aussi. Et là on m'a filé des classes entières et je faisais des cours alors que c'était pas du tout légal. Okay. Et j'étais pas du tout payée pour ça, pour le coup. Et je gagnais 550 € par mois et je me débrouillais à mettre des sous de côté. Je ne sais pas comment. Je ne saurais plus le faire. Tu sais, quand tu manques, des fois, t'arrives plus à... Oui. Je sais pas. Je mettais des sous de côté. Donc voilà comment se sont passées mes études. Là-dessus, il y a eu un nouvel épisode avec ma mère qui était assez fun. C'est que entre le moment où... après le moment où elle m'a mis dehors, on se parlait plus, étonnamment. C'est un petit peu brouillé nos rapports. Et à un moment, elle revient vers moi en me disant il faut qu'on se reparle, j'ai un cancer. Et du coup, bon, là, ça met les choses en perspective. Tu te dis, bon, la maladie, tout ça, évidemment. Ça remet les choses en perspective, donc je reparle à ma mère. Et j'avais réussi à mettre 2000 € de côté sur mes 550 € mensuels. Et ma mère
m'explique que, comme elle a une maladie aussi du pancréas, elle a pété certains plafonds de la Sécu et qu'en gros, elle a des dépassements d'honoraires qui sont conséquents et qu'elle a besoin d'argent pour payer sa chimio. En gros. Et donc là, moi, j'avais mes petits 2000 € de côté que j'avais... Je vois une expression sur ton visage inquiète. Bah non, je suis... Ça m'entriste pour toi. J'avais mes petits 2000 € de côté et je me dis, bon, bah voilà, ma mère a cancer, tu vois, question se pose pas, quoi. Sauf qu'en fait, comme je l'ai dit, ma mère a quand même des pathologies psychiatriques assez sévères. Ma mère n'avait pas le cancer. Ouais. Ok. Le compagnon avec qui elle s'était mis, ça allait plus trop avec lui. Et alors là, le truc est vraiment violent, pour le coup. Mais elle voulait cet argent pour subir une opération de chirurgie esthétique, une augmentation mammaire, pour le reséduire. Et elle est venue me demander à moi, sous prétexte d'un cancer imaginaire. Tu vois, le niveau de perversion du truc, quoi. Ok. Donc ça, c'était extrêmement violent. Oui. Extrêmement violent. J'imagine. Vraiment. Comment tu l'apprends déjà ? J'ai eu la puce à l'oreille parce que je connais ma mère quand même. Ouais. Donc... tu dois douter de tout ce qu'elle te raconte, quoi. Oui, c'est affreux. Hein. Ouais. Les gens manipulateurs et paranoïaques pathologiquement, c'est compliqué. Hein. De démêler le vrai du faux, c'est toujours impossible d'ailleurs. Tu sais pas si même elle te dit quelque chose parce qu'elle sait qu'elle est extrêmement intelligente quand même, donc elle arrive à dire des choses des fois que tu as envie d'entendre au bon moment. Enfin, c'est très difficile. Elle est très très manipulatrice. Elle berne les médecins et tout. C'est vraiment compliqué. Mais du coup, j'ai eu quand même la puce à l'oreille et puis j'ai eu confirmation. Et en plus, elle avait été loin. Elle a été produire un faux dossier médical, tout ça. Ça a été très 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 loin. Et j'ai contacté son médecin qui, par secret médical, n'avait pas le droit de... Parce qu'elle a vraiment une maladie du pancréas, par contre. Okay. Donc, il n'avait pas le droit, bien sûr, de me révéler ça. Mais ça se voyait sur sa tête que... Ses sourcils ont répondu à sa place. Oui, c'est ça. Je ne vais pas vous dire. Oui, c'est ça, exactement. Okay, je ne pourrais pas vous dire, mais j'ai un spasme du sourcil droit qui dit que ce que vous êtes en train de me dire m'inquiète. Donc, en gros, j'ai compris. Je lui ai pas donné l'argent. Okay. J'ai gardé mes 2000 €. Mais ça change rien, en fait. Tu vois, le drame était là, quoi. Oui, émotionnellement, c'était pas la question que je lui donne ou je lui donne pas, c'était la démarche, quoi. Moi, j'étais là à essayer de travailler pour passer mon concours. Bon, j'ai quand même eu mon concours. Mais au moins, tu vois, tu tombes pas dans le panneau. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi, peut-être réparateur chez toi je me suis pas fait avoir, entre guillemets, quoi. Ouais, non, et à la fois, c'est tellement horrible de... Enfin, t'imagines quand même aller dire à ton enfant que t'as mis dehors, qu'il vient de mettre 2000 € de côté, que t'as un cancer, pour lui extirper ces pauvres 2000 € pour se faire refaire les seins. Pour aller séduire. Hein. Le mec qui t'a mis dehors, enfin non, tu vois, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Ok. Ça va pas du tout. Mais voilà. Donc j'ai recoupé les ponts avec ma mère à ce moment-là, étonnamment aussi. Et puis j'ai continué à persévérer dans ce démarche de travailler pour réussir. J'ai eu mon concours, en plus assez bien placé. Ouais. Donc à chaque fois, tu vois, il y a ce genre de petite victoire et puis tu te dis finalement c'est bon, ça y est, j'y suis arrivée. Ça y est, voilà. J'y suis arrivée, j'ai réussi. J'ai été prof, donc j'étais en couple à l'époque. J'ai habité avec quelqu'un pendant 5 ans. Ok. Donc là, le rapport à l'argent s'est mêlé aussi à la vie de couple. Donc, et il avait un rapport à l'argent qui était extrêmement différent du mien. Et ça m'a un peu influencée, je pense. Différent dans quel sens ? C'était quelqu'un qui regardait jamais ses comptes, qui savait pas combien je crois qu'il savait même pas combien il gagnait. Il était plutôt dans la fuite. Ah oui, ok. Il était aussi généreux. Et puis on a eu des éducations très différentes, sans déconner. Mais à l'inverse, lui, il avait une mère italienne très généreuse qui faisait à manger pour tout le quartier, tout ça. Et du coup, ça donnait des scènes dans la vie courante qui lui, il pouvait pas comprendre. Parce que moi, avec cette fameuse histoire du frigo, tu sais que mon beau-père remplissait pour ma sœur et pas pour moi. J'ai encore aujourd'hui énormément de mal à me servir dans un frigo. Même si c'est le frigo commun de mec avec qui j'habite. Ah oui. Okay. Si j'avais mangé un truc, je disais, je vais manger tel dessert, quoi. Il disait, mais ça l'énervait. Il trouvait ça... C'était comme pour lui, si je l'accusais de compter les desserts dans le frigo, tu vois. Donc il me disait, mais mange ton dessert, pourquoi tu me poses la question, quoi. On tombe toujours sur les gens qui vont... Oui. qui vont venir gratter les vernis au bon endroit, je trouve, hein, vraiment, c'est fou. C'est ça, et lui, il était vraiment dans la fuite par rapport à l'argent, il voulait pas savoir.
Et quand on s'est séparés, en fait, l'argent était lié aussi un peu à la notion d'engagement, dans le sens où il allait acheter une maison. Moi, j'avais pour projet aussi d'investir dans l'immobilier, puis c'était un projet de vie commune. Et par peur de l'engagement, il n'arrivait pas à acheter avec moi, quoi. Donc on visitait des maisons, les gens me posaient des questions, et en fait, je renvoyais demander à monsieur, parce que l'agent immobilier me posait une question. Et donc là, pour moi, comme j'avais toujours associé, tu vois, argent, travail, amour, un petit peu trop ensemble, ça voulait dire qu'il m'aimait pas. Oui. Donc je suis partie. Et ensuite, j'ai compris, mais 10 ans plus tard, que... Merde, ça voulait pas forcément dire qu'il m'aimait pas. Il avait juste peur de certaines choses, comme tout le monde. Juste pas les mêmes choses que moi. Et j'avais fait un très, 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 très mauvaise association. Voilà. Mais t'avais pas pointé le doigt dessus à l'époque, quoi. Non, par contre, on s'est séparés, j'avais 25 ans, et j'avais réglé certaines choses, mais comme tu vois, il y a aussi beaucoup de choses. Oui. Et j'avais pas compris ça, en fait. Pour moi, il m'aimait pas. Et s'il voulait pas acheter avec moi, s'il voulait pas s'engager avec moi, c'est qu'il m'aimait pas. Dommage. Merci d'en parler, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être, tu vois, une petite Mégane qui a 10 ans de moins que toi et qui est en train d'écouter, qui est dans ta situation et qui se dit peut-être que c'est plus complexe que ça alors. Oui, totalement. C'est toujours plus complexe que ça, mais justement, ça tient à nos croyances. Et puis, il avait aussi ses propres croyances. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes, ni les mêmes peurs, ni les mêmes traumas. Donc voilà. Et alors, dans ton mail, tu me racontes que tu as une vie de photographe de gens riches. Oui. Mais comment quel est le pont? Il n'y a pas de pont. Okay. Voilà. Il n'y a pas de pont. J'étais prof en REP+, comme tu disais, donc quartier défavorisé, dans Nice, dans les quartiers un peu chauds de Nice. Donc avec des gamins vraiment qui sont dans une vraie misère sociale. T'as des gamins qui ont la gale, t'as des gamins qui sont venus à pied d'Afghanistan tout seuls, qui font 1m80, qui ont une moustache et on dit il a l'air d'avoir 13 ans et demi, mettons-le en 5e. T'as des situations vraiment complexes. Et j'étais pas totalement épanouie dans le système de l'éducation nationale, pour le coup, qui m'apportait certes la sécurité, mais qui me mettait face à des injustices et aussi au fait que je trouve que le but de l'éducation nationale n'est pas dans l'éducation que ça. Il y a beaucoup de considérations qui sont là-dedans, politiques ou économiques, justement. Et qu'entre toutes les belles choses, la mascarade qu'on veut bien faire publiquement, et ce qui se passe réellement, et comment on utilise l'argent et tout ça, justement, je trouve que l'égalité des chances est un beau mythe. Et ça me travaillait trop, en fait. Parce que effectivement, le cadre n'était pas très sécurisant et tout ça, mais je pense pas qu'on puisse en vouloir à un gamin de 12 ans, même le plus violent du monde, d'être extrêmement violent comme il l'est. Parce que s'il est comme ça, c'est pas pour rien. Et la politique, là, c'était un peu toujours, il y en a un qui pose un problème, on l'exclut, on le met dehors, et il y a eu des situations hyper graves qui se sont passées comme ça, de gamins qu'on a foutus à la rue. Donc c'était vraiment pas simple pour moi. Et là-dedans, comme je m'étais séparée de mon ex, justement, j'avais accumulé un gros découvert, en fait. Parce que sur mon salaire de prof, on venait d'emménager ensemble dans un appart. Donc il y a eu toutes les dépenses liées au déménagement. Et puis j'ai pas déballé mes cartons, on s'est séparés et j'ai dû reprendre un appart. Donc en fait, ça m'avait fait un découvert qui s'est creusé jusqu'à atteindre 2000 €, ce qui était le montant de mon salaire. Donc, quand t'as un découvert qui fait le montant de ton salaire, c'est sans fin, en fait. Surtout si t'es prof et que justement t'as certes la sécurité de l'emploi, mais ton salaire va pas augmenter. Donc c'est insoluble, en fait. T'as des agios qui se creusent et ça s'ajoute. Et comment régler ça? Et la photo à l'époque, c'était un loisir. Et puis, qui commençait à être des fois un peu rémunéré, tu vois. T'as des gens qui se reproduisent autour de toi et te demandent de faire des photos de leurs enfants, ce genre de trucs. Petit à petit, tu vois. Les gens qui se reproduisent. C'était la tranche d'âge, tout le monde a passé le concours, maintenant on va faire des enfants, et voilà. Et ça, t'avais pas de problème pour demander de l'argent? Ils me l'ont proposé, je pense. Pour un truc qui était pour toi un hobby? Bah en fait, c'était plutôt, la première fois que ça arrive, c'est là. Ah bon? Ah, c'est eux qui te l'ont proposé? Oui, bah okay. Oui, ils trouvaient ça normal. Et tu te dis, mais comment ça? J'ai aimé faire ça, c'était fun. Et je peux avoir de l'argent? Ah oui? Ah, tiens, là. Incroyable. Et ça a commencé comme ça, mais à cette époque, c'était juste des petits, tu vois, des petits trucs par-ci par-là, des petites prestats comme ça. Et puis, donc j'avais ce fameux découvert. Et un jour, un contact Facebook, que je n'avais jamais rencontré dans la vraie vie, mais qui était photographe, me dit, écoute, mon ancien patron cherche quelqu'un pour faire une saison à Monaco, c'est extrêmement lucratif. Donc, si ça t'intéresse, c'est juillet-août, c'est une expérience, et puis tu vas gagner de l'argent, quoi. Juillet-août, génial pour la vie de prof. Exactement. Tu dis, bah alors,
Formidable. J'ai un découvert, j'ai aucun moyen de le combler. J'ai beau donner plein de cours particuliers, bonne chance pour combler ce découvert-là. Ouais. Si là, je peux faire un truc pendant les vacances scolaires et puis me remettre à flot, nickel, quoi. Donc, c'était censé durer un été. Ça fait 8 ans. Voilà. T'en es jamais sorti. J'en suis jamais sortie, mais j'arrête pas de dire que je vais le faire, mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne, tu vois. Là, vraiment. Par contre, d'ailleurs, j'ai annoncé et tout, c'est lancé. Okay. Je m'en vais. Cette fois, m'en vais. Oui, vraiment. Cette fois, je m'en vais. Mais ça a été très dur de quitter ce milieu-là parce qu'effectivement, l'argent m'est tombé dessus, là, pour le coup. Pas sans sacrifice, hein, loin de là. Mais alors, il m'est tombé dessus à flot. Et tu comprends bien que dans ma situation et mon insécurité, eh ben, ça m'a donné une forme de sécurité assez illusoire, mais en tout cas qu'il a été dur de quitter. Mais pourquoi illusoire ? Parce que je pense que mon insécurité liée à l'argent, et ça va un petit peu mieux par contre, elle est pas liée au montant que j'ai sur mon compte en banque, comme on le sait. C'est franchement, si c'est dans ta tête, c'est dans ta tête en fait. Ah oui. Tu vois. Je vous invite à, je fais une petite promo, mais je vous invite à écouter l'épisode avec Sébastien, qui a vendu sa boîte beaucoup de millions d'euros et qu'il a plus de problèmes dans sa vie et je crois ses enfants non plus potentiels, ses petits-enfants non plus, bref, beaucoup d'argent et Sébastien continue à cravacher parce que je crois qu'au fond lui il a peur de manquer quoi. C'est ça. Et ça effectivement ça n'a rien à voir. Et je sais que pour les gens c'est compliqué à comprendre, tu vois, ce truc de t'es convaincu que si toi t'avais plein de millions d'euros sur ton compte, ta vie serait beaucoup plus belle, mais je crois que ça crée d'autres soucis, quoi. Non, et c'est prouvé d'ailleurs que jusqu'à un certain point c'est vrai, parce que t'as besoin effectivement de subvenir à tes besoins de base, la sécurité, la nourriture, tout ça. Mais passer ce stade-là, en vrai, ça fait pas une telle différence. C'est d'ailleurs une des grosses conclusions de mon expérience entre les milieux défavorisés et les milieux très très riches. C'est que les gamins que j'y ai rencontrés avaient les mêmes problèmes affectifs, parce que c'est pas l'argent qui faisait la différence entre eux, ou qui les rapprochait d'ailleurs. Ce qui les rapprochait, c'était qu'ils avaient souvent des parents absents. Les uns parce que des fois le papa est en prison, ce genre de trucs, sans schématiser, mais c'est vrai, hein, c'est la réalité de beaucoup de situations de ces gamins-là. Et les autres parce que les papas sont en train de voyager partout, parce que ils ont des boulots qui leur prennent beaucoup de temps, et finalement ils sont élevés par des nounous. Donc il y en a qui sont élevés un peu par la rue, les autres sont élevés par des nounous, et les deux catégories manquent de sécurité affective. Et ça leur donne exactement les mêmes problèmes de comportement. Les gamins que je connaissais très riches étaient exclus de l'école pour exactement les gamins que je connaissais très très pauvres en fait. Et ça c'était hyper intéressant à voir en fait, justement. Tu vois, pour déconstruire certaines croyances. Bien sûr qu'il y a des injustices, des inégalités et que entre le gamin qui a la gale parce qu'il dort dans un squat. Oui, t'en as un qui au moins est en bonne santé quoi. Voilà, ça c'est sûr. Mais en revanche, au-delà de ça, ils avaient les mêmes problèmes émotionnels. Hein. Et ça, c'était hyper intéressant à voir, justement. Je suis très contente d'avoir pu fréquenter de si près des milieux si différents. Et ça m'a aidé aussi à travailler sur moi, mais mon rapport au monde. Voilà. Et donc, tu te lances dans cette... Pour revenir à tes débuts dans la photo, tu te lances dans cette saison. Tu disais que c'était très lucratif. Ça te permet de gagner combien sur un été, par exemple ? Je vais te parler de mon premier soir. Ouais. Ça va être assez parlant. Je commence en plein Grand Prix, donc à Monaco. Ah oui. Je sais pas si je t'ai dit que c'était à Monaco, mais c'était à Monaco. Tu m'as dit que c'était à Monaco, mais... Okay. Donc je commence en plein Grand Prix à Monaco, je n'y connais rien. C'est ce qu'on appelle du filmage. C'est-à-dire que tu es dans un établissement où il se passe un truc, ou des fois rien d'ailleurs, tu es dans un établissement, tu photographies les clients, tu leur montres la photo et tu leur imprimes et tu leur vends sur place. Tu vois, c'est ça qu'on appelle le filmage. Oui. Ça existe dans plein d'endroits, même à Disneyland, mais à Monaco, forcément, il y a la proportion de Monaco, quoi. Donc, je débarque là-dedans. Donc, à l'époque, j'avais quasiment jamais mis les pieds de ma vie en boîte de nuit, déjà pour commencer. Et sûrement pas dans une boîte de nuit de riches. Et je me retrouve là avec mon appareil photo à devoir vendre des photos à des gens très riches en plein Grand Prix, donc la fête absolue. Je suis propulsée comme ça, et on m'explique rien. On me dit, prends ton appareil photo, va vendre des photos, quoi. Débrouille-toi. Et premier client que je sers, ou deuxième, j'exagère en disant que c'était le premier, mais je pense sincèrement que c'était le deuxième, ou au pire du pire, le troisième de la soirée. Je lui vends sa photo 20 €. Le mec sort un billet de 500 € pour payer, en cash. Je le regarde et je lui dis, désolé, mais j'ai pas 480 € de monnaie, je reviens la chercher. Et d'un geste de sa main qu'on ne peut pas voir là à l'oral, mais il m'écarte en disant, mais dégage, quoi, garde tes petites pièces, quoi. Tu vois. Donc, première photo que je vends, 500 €. J'avais un découvert de 2000 €.
Oui, tu te dis, bon, le problème devrait être réglé. Assez rapidement. Voilà, pour donner la proportion de comment ça pouvait se passer, en fait, et du déclic que ça... Là, c'était une autre porte qui s'ouvrait dans ma tête. Comment ça, on peut gagner 500 € pour un truc aussi stupide que ça? Pour faire une photo. Ouais, moche, nul, de soirée. Tu vois, je veux dire... qui n'a aucune importance et qui va peut-être même laisser dans la boîte, ils s'en foutent, tu vois. C'était un saoudien, un truc comme ça. Donc, ouais, voilà. Première soirée à Monaco, et là, bam, tu te dis, bon, bah, ok, effectivement, je pense que mon découvert va être comblé. Et tu rentres dans une autre version du monde que tu sais à peu près que ça existe, mais c'est autre chose de le vivre. Ça m'a pas fait tourner la tête, c'est pour ça que j'ai duré aussi dans ce métier-là. J'ai jamais voulu être à la place des clients. Je pense que beaucoup des gens qui se crament dans ce domaine-là, c'est parce que ils veulent faire partie du truc, c'est ça. Bah, t'as l'impression d'en faire partie. Les gens te font la bise, te tutoient. Il y a ce côté monde de la nuit qui est le même, peu importe avec l'argent, tu vois, très très familial, machin, ma chérie, bisous bisous. Donc t'as l'impression que ce sont tes potes et tout, mais c'est pas tes potes, hein. Et t'es pas un riche. Tu gagnes peut-être pas mal ta vie, mais t'es pas riche. Et si tu confonds les deux, ça devient compliqué. C'est très très dur d'être... Je trouve, en fait, comme tu dis, de réussir à trouver le juste milieu entre ok, en fait, j'ai envie de faire partie de ce monde et de vouloir y être. Et en fait, même entre les super riches, Sébastien, là, qui effectivement doit avoir, j'imagine, plusieurs dizaines de millions d'euros, il est pauvre par rapport à ton saoudien, quoi. Oui, et là-dedans, il y avait aussi beaucoup de célébrités, ça c'était intéressant aussi, parce que des gens très très connus, vraiment, j'ai photographié extrêmement de gens extrêmement connus. Des légendes même, tu vois, même Michael Jordan, des gens, tu vois, qui sont du level de la légende. Michael Jordan, légende. Oui, c'est vrai quand même. Je suis basketteur, moi, donc... Bon, bah voilà, tu vois, tout ça au hasard, mais pour le coup, pour moi, ça rentre dans le domaine de la légende, quoi. Et des gens... moins dans la légende, mais aussi des célébrités. Quand je pensais à Danny Briand, ça me donnait envie de rire. Mais j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu ça. Mais entre-temps, des acteurs, des chanteurs, vraiment, le monde entier des célébrités, en fait, l'endroit où je travaillais, c'est le PMU des célébrités, quoi. Tu vois, le côté comme à la maison, on est reçu comme chez nous. Et on y va pour être détente, quoi, pour passer notre soirée tranquille, quoi. Donc, et t'as quitté, donc, l'éducation nationale ? Pas tout de suite. En septembre, donc je devais faire ça un été. En septembre, je suis retournée à l'école. Et j'ai dit, bon bah voilà, j'ai fait ça mon été, j'ai comblé largement mon découvert, il me restait bien sûr de l'argent là-dessus. T'as gagné combien en un été pour avoir une idée ? Je ne m'en souviens pas. Ouais. À l'époque, je travaillais pour quelqu'un. C'était une espèce de système un peu de Mac, quoi, tu vois. Ok. Ou c'était un agent, non ? Non. Ah non, c'était pas aussi simple que ça. Pas aussi légal que ça. Ok. Ok. C'était plus une sorte de Mac qui, en gros, il te place dans l'établissement, il te file l'imprimante et il te file l'accès, et tu lui files 50% de ce que tu gagnes. Ok. Donc. Belle com. Ouais. Et en même temps, s'il te met pas là, tu viens pas toquer à la porte et dire coucou. Bien sûr. Je fais des photos. Donc je sais plus du tout combien j'ai gagné, mais je sais que j'avais comblé mon découvert et il devait me rester de l'argent. Donc je sais pas, honnêtement, je sais pas, je vais pas dire un chiffre, je saurais pas. Mais j'en ai gagné pas mal. Mais à l'époque, donc il y avait ce côté encore de verser une partie à lui. Je suis retournée à l'école et puis Monaco m'a rappelé en disant Monaco m'a rappelé, oui, j'adore voilà. Et parce que j'arrête pas de dire je m'en vais de Monaco, mais Monaco me rappelle à chaque fois. Monaco a dit, donc l'établissement a dit, on retrouve pas quelqu'un qui fait aussi bien le taf que toi, donc reviens s'il te plaît, quoi. Donc c'est ce fameux mec ou c'est l'établissement directement, la boîte dans laquelle tu bossais. Ouais. Ok. En direct justement. Ok. Qui vient en direct. Ce qui permet de pouvoir doubler ton revenu d'un coup. Non, pas tout de suite parce que je suis loyale quand même, donc j'ai pas pris le truc, vraiment. Ok. Jusqu'à ce qu'il le vire, j'ai pas pris le truc. Bon, ils ont fini par le virer, puis il a fini par aller en prison, donc du coup par la force des choses, j'ai récupéré tout son marché. Mais ok. Putain, ta vie. Ouais. Et du coup, oui, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, tu disais que Monaco t'avait rappelé. Oui, voilà. Monaco m'a rappelé en disant, si tu reviens, en plus de ce que tu donnes à Laurent, nous, on te file un fixe. Non, en plus de ce que tu donnes pas à Laurent, nous, on te file un fixe, en fait, par soir. Et je pose mes petits calculs et je me rends compte que même si j'y travaille un jour par semaine, je vais doubler mon salaire de prof. Donc, tu vois la tentation, quand même, de dire, ok, pour un jour par semaine, quoi.
Mais je reste prof parce que c'est important d'être prof. Je vais juste gagner plus, c'est le moyen de gagner plus d'argent en étant prof en fait. Et puis il y a peut-être un côté, il y avait du sens dans le fait d'être prof pour toi, j'ai Complètement. l'impression. Donc je trouvais le sens d'un côté et l'argent de l'autre en fait. C'était un peu ça. Ok. Et puis comment ne pas dire non en gros, tu vois, 1 jour par semaine. Sauf qu'un jour par semaine s'est transformé en 2 jours par semaine, puis 3 jours par semaine, et finalement j'ai fait les 2 jobs. Donc j'ai travaillé la nuit, okay. Et le jour. C'était 3 jours par semaine, mais c'est jeudi, vendredi, samedi, donc t'avais le jeudi, vendredi matin, tu vois, tu bosses la nuit, en plus avec les stars, les trucs et tout, et le lendemain matin t'es en classe avec des gamins quartier défavorisé, tu vois, psychologiquement ça fait un grand écart qui est facile. J'imagine. Et bien sûr j'ai fait un burn-out parce que c'était aussi énormément de charges de travail et tout ça. Parce que le métier de prof c'est un métier prenant, hein. Oui, et je faisais pas ça à moitié en plus, bien sûr, penses-tu. J'étais hyper investie dans mon travail, je travaillais énormément en tant que prof. Et en plus de ça, je travaillais la nuit là-bas. Donc au bout d'un moment, c'était trop dur de faire les deux. Et du coup, j'ai dit, j'arrête Monaco. Ah, ok. Encore. Pour la 2e fois, j'ai dit, j'arrête Monaco. Et puis j'ai eu un énième conseil de discipline qui s'est atrocement mal passé au collège. Et je suis sortie de là en faisant une crise d'angoisse monumentale. Et j'ai dit, non mais en fait, j'arrête l'éducation nationale. Je peux plus supporter ces scènes qui sont extrêmement violentes en fin de compte, de gamins qui vont hyper mal, qu'on exclut. C'est vraiment le conseil de discipline de trop en fait. On en avait 1 par semaine, on excluait 1 gamin par semaine et c'était à chaque fois des situations familiales extrêmement horribles. Et j'ai craqué. J'ai dit je peux plus jouer cette mascarade, je peux plus vraiment collaborer à ça quoi. Donc je suis allée voir mon médecin. Je me suis pris un arrêt maladie d'1 semaine et je suis arrivée voir mon chef d'établissement le lendemain avec une demande de mise en disponibilité et mon arrêt maladie d'1 semaine. J'avais préparé tout un argumentaire de pourquoi il devait valider ma demande de mise en disponibilité, parce que le premier palier c'était que lui valide. Si ça bloquait au niveau de l'établissement, il n'est pas décisionnaire final, mais si ça bloquait à ce niveau-là, ça bloquait tout court. Et le gars, j'ai à peine ouvert la bouche pour dire disponibilité. Il m'a dit en gros, mais allez-y, fuyez. Si j'avais votre âge, je le ferais quoi. Donc, ok. Wow. C'est moche, n'empêche. C'est triste, tu vois, parce que c'est le chef d'établissement. Ouais. C'est triste. Oui. Je vais interviewer Monsieur le prof, que peut-être tu connais. Oui, carrément. Qui sera sans doute sorti dans l'histoire du succès au moment où on sortira cet épisode. Donc allez voir dans l'histoire du succès. J'ai interviewé ce mec. Qui raconte son quotidien de prof d'anglais, justement. Oui, je le suivais déjà à l'époque et je comprends tout à fait. Ouais. Ça va être intéressant. Qui est en train de quitter. Oui, exactement. J'ai vu ça. Ouais. Ça va être méga intéressant pour le coup. Il y a tellement de choses à dire, c'est clair que tu peux faire un podcast même histoire de l'éducation nationale, quoi. Tu vois. Oui, je sais que je pourrais faire un podcast histoire de prof. Franchement, je l'entends maintenant, je comprends. J'ai toujours été un peu sourd d'ailleurs. Tu vois, je m'en veux un peu parce que j'ai été un peu sourd à la vie des profs en fait d'une manière générale, et quand je découvre là maintenant ce qui se passe derrière, je me dis c'est tordu quoi, alors que ça devrait être le plus beau métier du monde et que on devrait valoriser les profs sociétalement de ouf. C'est vrai. Là où quand j'étais plus jeune en tout cas, les profs il y avait un statut social, tu vois, t'avais pas forcément la thune qui allait avec, mais il y avait un statut social, tu faisais partie des intellectuels de la société, enfin tu vois, on te respectait. C'est plus exactement ça. C'est moins ça maintenant. Oui, plus exactement. Ok, donc tu retournes à Monaco, donc j'imagine. Tu te dis. Pour le coup là, à moi la vie d'Aloca. Allons-y entièrement. Et je me rappelle, je m'étais dit mon objectif pour le coup, c'est au moins gagner mon salaire de prof, qui est la problématique première de tous les gens qui se lancent à leur compte quand ils quittent un emploi salarié, ou là en l'occurrence la fonction publique. T'avais pas le chômage en plus, on peut le dire. Parce non, pas de chômage, donc pas de filet et pas de parents. Toujours pas de mec. Je veux dire, tu vois, si je me plante quoi. Mes chats n'ont jamais contribué au loyer, au contraire. Donc voilà, il fallait absolument que ça fonctionne, et je m'étais dit. Mais tu savais non que, en fait, t'avais testé. Oui. Mais en même temps, là, pour le coup, t'as pas de contrat, t'as pas de... Je veux dire, ça peut aussi s'écrouler du jour au lendemain, quoi. Et si ça s'écroule, ça s'écroule, quoi. En même temps, si tu mets de l'argent de côté, ça devrait aller. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, je m'étais dit, il faut au moins que je remplace mon salaire de prof. Et par contre, je sais combien j'ai gagné pendant toute cette phase-là. J'ai gagné à peu près... Donc, mon salaire de prof était de 2200 € avec les heures sup que je faisais et la prime de REP+. Je crois le premier mois derrière, j'ai dû gagner 5 ou 6 000 €. Donc, oui. Mais effectivement, t'as pas la sécurité. Non. Mais d'un autre côté, quand tu gagnes 5 ou 6 000 €, tu peux aussi te faire ta sécurité toi-même. Tu vois. Ok. Tu fais ça pendant combien de temps ?
Je l'ai fait à temps plein, mais à temps plein, ça voulait dire 17 heures. Ah oui, c'est que j'ai gagné 5 ou 6 000 euros pour 12 heures par semaine. Oui, j'allais dire que 3 heures de travail par jour, non? C'est ça? Non, 4 heures sur 3 jours. Ok. Donc 12 heures par semaine, c'est ça aussi. J'ai gagné cette somme-là pour 12 heures par semaine. En revanche, alors, ça allait quand même avec des sacrifices, parce que pour le coup, c'est aussi sur les heures de loisirs, où le reste du monde et de tes potes et tout ça ont une vie sociale, tu vois. Donc je me suis beaucoup isolée par rapport à mes amis, qui aussi comprenaient pas forcément le milieu dans lequel j'évoluais maintenant. On a eu des discussions pas toujours agréables sur ça. Et puis il y a eu des sacrifices par contre aussi énormément sur le plan de mes valeurs, parce que là je pourrais pas tout dire, tu vois, autant je peux tout dire sur moi, j'ai pas de tabou, mais il y a des choses que je pourrais pas dire parce que ça serait dangereux pour le coup, sérieusement. Okay. Mais j'ai su et vu des choses extrêmement graves, et j'ai découvert à quel point l'argent pouvait acheter une impunité totale pour certaines personnes. Et là, du coup, quand j'ai commencé, tu vois, au début, t'arrives, tu connais pas, tu sais pas, tu vois des choses. Mais quand tu commences à trop savoir comment ça se passe, la gravité des choses qui se passent et l'impunité dans laquelle sont ces personnes-là, ça devient dur de leur faire la bise et d'être en mode comment ça va ma chérie, bisous. Je comprends. Et j'ai fini par partir en supportant juste plus, en ayant de l'urticaire à chaque fois que je devais parler à ces personnes-là, quoi. Ok. Donc je pourrais pas trop rentrer sur les sujets qui sont criminels parce que ça serait pas dans mon intérêt. Non, puis ce n'est pas le sujet. Non, mais c'est de l'impunité que ça achète en fait. Tu vois. Oui. Alors ça te tue, quoi. C'est l'impunité. Enfin, en tout cas, l'argent fait plein de choses. Oui. Il peut acheter plein de choses. Y compris l'impunité quand tu fais des choses très très criminellement graves. Et ça a été dur pour moi à vivre, quoi. Après, il y a des choses dont je peux parler plus librement, si tu veux, sur ce milieu-là. Je sais pas. Non, en fait, pas forcément, mais tu me disais que ça t'avait... En fait, tout s'est arrêté pendant le Covid, j'imagine. Oui, tout s'est arrêté pendant le Covid. Peut-être on fait un trop grand saut, j'en sais rien, en fait, tu vois, mais je me disais... je crois que j'ai 2-3 anecdotes marrantes à raconter sur Monaco. Après, tu verras ce que t'en fais. Vas-y. Des souvenirs qui m'ont marqué, tu vois. En fait, je fréquentais pas juste les riches, je fréquentais une partie des riches, tu vois. C'est comme cet établissement-là attirait une certaine catégorie de personnes, et c'était pas forcément ceux qui avaient le meilleur rapport à l'argent, justement. C'est ceux qui étaient dans le fait de se rassurer, dans la démonstration permanente. Oui, dans le besoin de montrer, quoi. Oui, mais du coup, je me suis retrouvée avec des scènes absurdes où t'as 1 million d'euros de champagne devant toi, par exemple. Parce que t'as un gars qui a ce qu'on appelle du garage. Ça, c'est un truc qu'on sait pas trop, donc c'est intéressant et je peux en parler pour le coup. Du garage? Ouais. Du garage, c'est quand t'as acheté plein de bouteilles de champagne une fois pour une somme astronomique et que du coup, tu les as pas toutes bues, mais qu'on te les garde au garage et tu peux les ressortir en soirée pour faire semblant d'être en train de les acheter à chaque fois. Ça met de l'ambiance dans la boîte et ça pousse les autres à consommer, en fait. Donc j'ai déjà vu des scènes comme ça où t'as un gars, tu sais, qui doit avoir 500 000 euros au garage et il les ressort épisodiquement, et le couillon en face il dépense 500 000 balles juste pour gagner à qui va dépenser le plus d'argent. Waouh. C'est débile, tu vois. Et ça part de gros problèmes émotionnels aussi, franchement, pour faire ça. Un gros besoin d'être aimé quand même. Voilà. Et là t'as 1 million d'euros de champagne devant toi et tu te dis ok, 1 million d'euros de champagne, c'est absurde, tu vois, en bouteille de champagne. Surtout quand tu viens des quartiers chauds, j'imagine le... Oui, et à la fois, il y a que la proportion qui est différente, parce que j'ai eu ces discussions une fois avec un ami où on parlait de ce genre de choses et il me disait c'est affreux, tu te rends compte? Je disais oui, mais regarde, nous à notre échelle, là, on est aussi en train de dépenser peut-être pas 1 million d'euros, mais peut-être 100 balles en mangeant ou en buvant ce soir des trucs qui sont pas utiles. Et est-ce qu'on a pour autant là-dedans reversé une part aux gens qui en ont vraiment besoin? On est tous le riche de quelqu'un aussi, tu vois. Donc je pense que la proportion certes est différente entre les 100 balles que tu peux lâcher là ou 1 million d'euros, mais en revanche, est-ce que toi tu fais quelque chose pour aider les gens qui manquent vraiment? Parce que c'est pas toi qui manques vraiment, en fait. Si t'es en train de prendre une planche de charcuterie avec un burrito, t'es pas en train de manquer, en fait, tu vois. Donc c'est pas aussi noir si blanc, quoi. Mais ça, voir 1 million d'euros de champagne, oui, quand même, je trouve ça chouette. Mais voir 1 million d'euros de champagne, c'est vrai que c'est quand même déstabilisant la première fois que tu le vois, quoi, tu vois. Ou une autre anecdote, un gars, une fois, ça m'a vraiment marqué. C'est une des plus grosses fortunes de Finlande ou je sais plus quoi. Et ça va pas très bien dans sa vie.
Et il commande moins que ça, mais je sais plus combien il commande, mais il commande pas mal de bouteilles de champagne, peut-être 50 bouteilles de champagne, tu vois. Et dans l'urgence, la boîte veut lui organiser tout un show autour de ça, tu vois. Donc ils appellent un animateur de la soirée, qui est une personne, un nain, tout simplement. Okay. Il l'appelle en lui disant il faut que tu viennes vite. Donc le nain arrive en courant. Et tu vois cette scène où t'as des serveurs qui portent une pyramide de champagne. T'as le client qui est là au bout de la table, devant lui il y a une énorme vasque. Un autre serveur porte le nain. Le nain prend les bouteilles de champagne de la pyramide pour les mettre dans la vasque. Et tu vois le client qui pleure. Je dis ça va ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi ? Et il me dit c'est la plus belle chose que personne n'ait jamais fait pour moi. Voilà. Ok, oui, ta vie va vraiment mal, quoi, tu vois. Wow. Ils ont appelé ce nain qui sont en train d'humilier publiquement en ta faveur, et toi, tu trouves ça touchant parce que tu dépenses une tonne d'argent dans du champagne débile que tu veux pas boire, tu vois. C'est dramatique, quoi. C'est dramatique. C'est ce genre de riche que je fréquentais, tu vois. Donc j'ai mis un temps aussi à comprendre que c'était pas les riches en général, c'est ceux-là qui étaient réunis par ces problèmes-là, en fait. Et que c'est pas les riches. Et j'ai dû chercher dans ma vie d'autres exemples de gens qui fonctionnaient pas comme ça pour me dire ils sont pas tous... Tu veux dire que t'as trouvé des gens riches qui étaient pas complètement fuckés par... Oui. Déjà émotionnellement et qui n'utilisaient pas l'argent pour compenser, c'est ça ? Pas à cet endroit-là, mais j'en avais rencontré un au début de ma carrière de photographe. Pour le coup, qui est pas du tout comme ça. Et souvent, je suis obligée de rattacher mentalement à cet exemple-là parce que tu le sais rationnellement que pas tout le monde est comme ça. Mais tu sais, quand tu vis dans ce milieu-là qui est fermé, et dans ce milieu-là, par contre, tout le monde est comme ça, ça devient dur de faire un peu la part des choses et tu te mets à plus les supporter et à leur en vouloir. Parce qu'ils ont aussi, on parle de gens qui ont aucune empathie par contre de ce qui se passe dans le reste du monde. Il y a eu des moments qui ont été hyper douloureux pour moi à vivre, notamment quand il y a eu les attentats du 14 juillet à Nice et la réaction des gens riches dans la boîte, tu vois. Je m'étalerai pas là-dessus, mais il y a eu un avant-après pour moi, vraiment. Et donc ce manque d'empathie et cette idée de en fait si t'es pas riche t'es pas un être humain et enfin en gros tu vaux rien, quoi. Ils sont dans la compétition permanente, ça c'est dur parce que tu te dis bon, c'est quand même des gens qui sont très influents, des fois des célébrités, des trucs comme ça, des gens qu'on admire et donc je suis bien en train de dire que pas tout le monde fonctionne comme ça, mais pour moi ça a été dur parce que dans ce milieu-là tout le monde fonctionnait comme ça, quoi. Donc voilà, et donc j'ai fini par faire une overdose complète du milieu, quoi, et à dire j'avais prévu de partir. Puis un jour, le directeur de l'établissement me parle mal pour la première fois depuis 3 ans que j'étais là. Il me parle mal et il me dit t'es pas content, tu rentres chez toi. Et j'ai dit ah ouais. Eh ben regarde-moi. Exactement, j'ai fait le truc avec mes doigts comme ça de montrer les yeux et dire regarde-moi partir. Et je suis partie. Seulement comme c'était vraiment pour le coup un trop plein et que je l'avais pas bien calculé, je me suis mis un peu en difficulté financière pour le coup. Donc j'ai voulu développer mon activité photo à côté, mais j'avais pas de j'avais des clients, mais je savais pas placer mes tarifs, je savais pas tout ce que j'enseigne aujourd'hui aux gens, en fait. Je savais pas le faire. Donc, en fait, à cette époque-là, quand j'ai voulu quitter Monaco, je travaillais énormément pour pas assez d'argent. Oui. J'ai accumulé une dette à l'URSSAF parce que justement, je les payais pas, mais je déclarais. Puis un jour, je suis allée voir en me disant, admettons que j'avais une dette. Qu'est-ce qui se passerait? Donc, du coup, je paye encore cette dette, d'ailleurs. Je paye encore ma dette URSSAF. Donc tu vois, j'ai essayé de partir, mais j'étais pas armée pour, en fait. Je savais pas gérer un business photo en dehors de ce business-là dont j'avais hérité. Parce qu'entre-temps aussi, du coup, mon patron était parti en prison et j'avais récupéré tout le marché. Enfin, tu vois. Okay. Et j'ai hérité de ce truc-là, mais j'ai pas eu à le construire. Parce que t'aurais pu te dire, ok, pendant les 3 autres jours par semaine, je vais développer. J'ai essayé. Je vais développer ce business. Mais ça marchait pas parce que j'avais pas les bons outils, je m'étais pas formée à ça. Okay. Donc je faisais de la presta, mais je la tarifais pas assez, je travaillais trop. Je fais plein de choses et je travaillais encore trop, mais cette fois-ci pour pas assez d'argent. Et ensuite, effectivement, il y a eu le Covid. Et là, tout s'arrête. Monaco s'arrête, en fait. Depuis le temps que je dis que je quitte Monaco, Monaco n'existe plus. Pas juste Monaco, mais le reste du monde est à l'arrêt. Et du coup, en plus, comme là, c'était extrêmement lié au monde de la nuit et tout ça. Juste avant aussi, petite info en plus, c'est que juste avant, quand j'étais justement dans cette transition, juste avant le Covid aussi, et de dire je m'en vais, mais je construis mon truc, Monaco revient me voir encore une fois avec une nouvelle proposition, et un gars qui possédait les autres établissements, en fait, c'est un peu territorial, tu vois, chacun ses établissements, me dit les miens tournent moins que les tiens, est-ce qu'on peut s'associer, et en gros, tu gères tout. Et c'est comme ça que je me suis mis en fait à gérer l'ensemble des photographes sans être moi-même sur place. Ah oui. Tu vois, je me suis mis à gérer. Donc tu devenais ton ex-boss finalement. Exactement. Mais j'imagine légal. Oui, on a vachement nettoyé justement le truc. Okay. On a mis des contrats,
Et il y a eu cette phase aussi, cette petite phase où je me suis dit peut-être que je peux rester à Monaco, mais en nettoyant le système, et aussi si je suis plus au contact des clients, que je peux plus me voir, ça ira mieux en fait. Du coup, je donne aussi l'opportunité à des photographes qui se lancent de gagner de l'argent, et du coup peut-être de pouvoir construire leur projet. Et moi, cette opportunité quand même, elle m'a bien servi. Donc je l'ai vu un peu comme ça. Ça, c'était juste avant le Covid, mais sérieusement, on a signé le contrat, je crois, on a fait une date, genre le 14 février 2020, tu vois. Oui. Et après, rideau. Exactement. Et on venait par contre de signer le gros contrat, de légaliser toute la chose. Et là aussi, c'était plus juste un établissement et moi, mais avec 5-6 000 euros par mois, tu vois. C'était ça sur plein d'établissements, y compris tous les concerts de Monaco. Donc là, on est sur des chiffres d'affaires avec beaucoup, beaucoup de zéros, quoi, tu vois. Le potentiel de la boîte était cette année-là, de beaucoup, 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 beaucoup de zéros. Vraiment. Pour le coup. Fois le nombre d'établissements plus les concerts où t'as 700 personnes. Je te crois. Hein. Tu vends la photo 40 €. T'as 700 personnes qui vont à un concert. Même si tu vends 40 € à la moitié des gens par soir et que t'as 40 dates comme ça dans l'année, plus tous les photographes dans les établissements, c'est un business extrêmement lucratif. Et là, j'avais passé le level d'après, tu vois, de juste diriger l'ensemble du truc, quoi. Et donc, Covid, plus rien. Une date. On fait un super chiffre d'affaires et tout. Bim, plus rien. Et du coup, le Covid m'enferme chez moi comme tout le monde. Et là, par contre, j'ai enfin pris le temps de me former au business, en fait. Pas juste d'apprendre ce business à l'ancienne, là, ces vieux modèles, là, territoire et tout ça. Hein. Mais voilà, comment je choisis ma cible, qu'est-ce que je lui vends, comment je me tarife et tout ça. Et pendant tout le confinement, j'ai bossé sur mon propre projet, enfin, qui est un projet qui a vu le jour dès la sortie du confinement, pour le coup, de studio, où je fais des portraits pour les femmes avec une grande visée de développement personnel. C'est une expérience haut de gamme qui est en plein d'étapes et qui est vraiment très complète et où je lésine pas sur la qualité du truc. Et là, j'ai pu enfin renouer avec mes valeurs, en fait, tu vois. Le côté, on peut gagner de l'argent et on peut le faire en faisant quelque chose qui soit en accord avec qui on est profondément. Et ça a été génial. À partir de là, ça a été génial. Mais il aura fallu le confinement pour me sortir de cette spirale et me forcer à faire autre chose, quoi. Et t'as pas renoué avec Monaco, et cette opportunité géniale, elle est tombée à l'eau, c'est ça, ou... Alors, elle a été à l'arrêt pendant un bon moment. Et puis ça a repris petit à petit. Et j'y ai remis un peu les pieds. Je pense parce que au départ, je le voyais un peu comme la sécurité. Si jamais ça foire mon studio, j'essaie toujours d'avoir un cran d'avance sur les merdes qui peuvent m'arriver. Donc je l'ai fait pendant un moment, puis ça a atteint le stade, je l'ai encore fait même là, jusqu'au 31 décembre j'y étais, quoi, tu vois. Je l'ai fait jusqu'au moment où ça empiète vraiment trop sur mes projets actuels et ça vaut plus le coup, et puis ça me débecte toujours autant, en fait. Donc voilà, donc ça j'arrête, mais cette fois-ci vraiment. Ouais. Cette fois-ci vraiment j'ai arrêté. Ok, j'y étais le 31 décembre et on est début janvier, mais promis j'arrête. Et entre-temps... un accro. Oui, non mais ça... Mais parce que tu vois, quand tu as peur de manquer et que tu as de l'argent qui te tombe dessus, c'est dur de dire non à... Je suis très d'accord. Tu vois, c'est pour ça que je te posais la question, c'est que j'imagine à quel point ça doit être compliqué de te dire ok, je lâche la proie pour l'ombre, quoi. Exactement. Et du coup, par contre, mon studio marche très bien. À tel point du coup que j'ai continué à me former aux aspects business, et là j'ai trouvé le truc ultime, c'est que j'ai fait coïncider ma passion et ma vocation. Donc maintenant je forme, voilà, je transmets et j'aide les photographes à faire ce que j'ai réussi à faire avec mon studio, tu vois, à construire leur propre démarche, à trouver quelque chose qui soit financièrement viable et qui à la fois leur permette de s'épanouir et d'être en accord avec les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'être entrepreneurs, parce que souvent ça s'accorde pas tout seul, en fait. Et tu te fais payer pour ça, alors ? Ah oui, je me fais payer pour ça. Okay. C'est même devenu mon activité principale. Ah ouais, ok. Ouais, assez rapidement. Donc voilà. Donc maintenant, cette transmission-là, c'est l'étape ultime, tu vois. Là, je m'épanouis à fond dans ça. Donc là, j'ai vraiment plus d'intérêt à Monaco, quoi. Enfin... Et t'as pas de problème à te faire payer ou à faire payer des gens qui démarrent leur business et qui ont pas beaucoup d'argent ? Non, parce que je sais que c'est un investissement et pas une dépense. J'ai le recul des premiers J'ai d'abord commencé par faire du mentorat individuel. Et quand tu vois la toute première à m'avoir fait confiance, elle était même partante pour le mentorat, alors que j'avais juste émis l'idée et qu'on n'y était pas encore, c'était pas concret, quoi. Et ben, là, sur le mois de décembre 2022, elle a gagné plus que tout ce qu'elle a fait sur l'année 2021, tu vois.
Donc je sais qu'avec le recul, c'est vraiment une dépense. Non, un investissement, pardon, et pas une dépense. Et je sais la valeur de ce que je leur apporte. Et bien sûr, je fais en sorte que mes accompagnements soient des livres sur la promesse que je leur fais. Oui. Et bien sûr, faut qu'ils me rejoignent à mi-chemin. C'est pas une baguette magique. C'est pas parce que tu t'inscris à mon mentorat que si tu fais pas le taf de ton côté, ça va pas le faire. Oui, quoi. c'est sûr. Mais ceux qui font le taf, ça marche pour eux. Et à partir du moment où j'ai la preuve que ça marche, j'ai pas de problème à faire payer pour mon temps, quoi. Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide aussi à soigner ton propre rapport à l'argent? Oui, j'ai l'impression que c'est work in progress. T'es en train de démêler les trucs, mais c'est long, hein. C'est long parce que malgré moi, tu vois, je fais encore des choses malgré moi. Mais là, j'ai quand même l'impression d'avoir énormément progressé, tu vois. J'ai dit à Monaco que je m'en allais. Le mentorat, ça tourne bien. Le studio, je l'ai encore, ça tourne bien aussi. Ça va, quoi. Et j'ai des projets maintenant où, justement, je suis aussi enfin capable d'avoir des projets perso, parce que j'ai plus jamais revécu avec quelqu'un depuis mon ex il y a 10 ans. J'ai eu des relations, mais plus jamais de vie commune. Et du coup, j'étais un peu aussi en train d'attendre que ma vie débute. Parce que pas de construction de vie de couple, pour moi, pas de construction de vie. Et là, je suis enfin aussi capable, 10 ans après, d'avoir des projets et de me dire, je vais pouvoir acheter toute seule. J'ai même des projets potentiellement, si ça serait un plan B, mais c'est dans mes possibilités aussi d'avoir potentiellement des enfants toute seule. Donc je suis enfin aussi capable de me projeter dans l'avenir et pas que dans l'urgence de maintenant, ou d'être dans la construction plutôt que dans le plan de survie, quoi. Tu vois. Et là, je vois que ça a une grosse différence. D'ailleurs, tout ce que je fais avec le mentorat, c'est pour être en adéquation avec mes plans perso que j'ai enfin. Et si quelqu'un s'intègre dans les plans, tant mieux. Mais si quelqu'un s'intègre pas dans les plans, j'en aurai quand même. Bravo, Mégane. Merci. Non, mais quel chemin. Dis donc. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Non, je pense que j'étais assez exhaustive. On a parlé de plein de choses. Hein. J'étais trop exhaustive. T'as été exhaustive, t'as dit des choses. La concision n'est pas ma principale qualité. Ah non, franchement, trop bien. Un grand merci à toi, c'était très chouette. Et je mettrai le lien d'ailleurs si vous voulez aller découvrir tu vois, si les gens veulent aller découvrir ton travail. Je leur parle tout le temps de toi en plus. Ouais. Je leur renvoie tous vers ton podcast. Ah bah trop bien. Mais là je te parle de mes auditeurs. Oui, mais moi les miens, je les renvoie tout le temps vers toi, donc c'est logique. Tu vois, il y a une boucle. Oh là là, boucle vertueuse. C'est ça. Un grand merci à toi. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.